Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique qu'on a lancé ici chez nous. Un invité nous accompagne pour donner son point de vue sur les grandes questions d'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, dans ce pays, l'actualité reste dominée encore par la volonté du président Tshisekedi d'échanger la constitution. Je ne veux pas d'un troisième mandat, mais si le peuple m'en demande, je ne refuserai pas, a dit le chef de l'État. Ceci ouvre donc la porte à une question du changement de la Constitution. On en parle dans cette émission. On revient également sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République, avec cette guerre qui gangrène cette partie, frappée d'ailleurs depuis quelques jours par l'épidémie d'Ebola qui fait des ravages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les accords de Washington, le processus des Doha entre Kinshasa et l'FCM23 est-elle de nature à changer la situation sur place? On parlera de ça, on reviendra sur les responsabilités des uns et des autres. Kabila, sanctionné par les États-Unis d'Amérique, accusé d'être le vrai patron de l'FCM23. Un invité sur ce plateau, un grand honneur pour moi, un grand plaisir de le recevoir. C'est Monsieur Abraham Tchabo. Monsieur Tchabo, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à cette émission. Et qu'on tourne ici à Bruxelles, hein, en Belgique. Vous êtes, vous, coordonnateur de la structure qu'on appelle Machariki, Tout à fait. ici en Belgique. En préparant cette émission, certains m'ont dit que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un d'intelligent, mais qui est en train de se fourvoyer à la tête d'une structure tribalo-ethnique. Est-ce que Machariki est une question de promotion de l'ethnie, du communautarisme? Merci beaucoup, M. Loara, pour m'avoir invité déjà. C'est bien. Déjà, quand on parle de Machariki, il faut que les gens comprennent très bien. Machariki, ça veut dire l'Est. Machariki, c'est un terme swahili, enfin, arabo-swahili, c'est-à-dire, en arabe, on dit Mashrik, en swahili, Machariki, c'est-à-dire l'Est. Et là, nous parlons de l'Est de la RDC. Quand nous parlons de l'Est de la RDC, nous parlons de la zone qui va du Grand Katanga jusqu'à la province orientale. Les Swahili, non, c'est ça le problème. C'est ça, c'est-à-dire l'espace swahiliphone. Ce n'est pas une tribu. Non, c'est une question tribalo-ethnique, c'est-à-dire pas que du tout. Vous êtes là, vous créez des structures un peu sectaires, un peu communautaires qui regroupent les gens de votre langue. Pas du tout, c'est pas ça. Un peu comme la Bako, l'association des Bako. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Notre structure s'appelle Dynamique Macharik Plus. Il faut toujours avoir ça en tête. Dynamique Macharik Plus. Pourquoi est-ce que nous disons Dynamique Macharik Plus? Parce que nous partons du principe selon lequel l'Est, c'est-à-dire Macharik, il y a le plus ici, c'est-à-dire les restes de la RDC. Les problèmes qui se posent à l'est de la RDC ne sont pas les mêmes problèmes qui se posent à l'ouest, M. Loara. Si vous allez dans les Bas-Congo, vous avez d'autres problèmes là-bas. Vous avez l'érosion à Mwanda, vous avez ceci, vous avez... Mais à l'est, il y a ces problèmes, vous avez introduit les problèmes de guerre. Et nous, notre objectif, c'est de sensibiliser d'abord les habitants de l'est de la RDC. Pour qu'eux, ils comprennent c'est quoi ces guerres, ça vient d'où? Monsieur Loire, il y a à l'est de la RDC des groupes armés. Vous avez les Maï Maï, vous avez les Wazalendo, vous avez les Yakutumba. Tous ces gens-là, si vous regardez très bien, ils s'entrent dedans entre eux. Ils s'entrent dedans entre eux. C'est-à-dire que si vous regardez très bien, ils vous disent, bon, on combat les Banyamulenge, on combat les Rwandais, on combat ceci. Mais c'est ça. C'est pour ça que nous avons créé ça, pour que nous puissions d'abord commencer par sensibiliser les gens de l'Est, les jeunes de l'Est, que ça ne sert à rien de s'entretuer. Il faut absolument travailler pour la promotion de l'économie. C'est ça. Ce n'est pas un truc tribal. D'ailleurs, je rappelle ici, M. Loara, qu'il n'y a pas en RDC une tribu qui s'appelle les Baswahili. Non, mais j'ai vérifié dans la structuration et dans la composition. Il faut quand même qu'on se dise, j'ai pas vu un Moulouba à l'intérieur là-bas. Hein. J'ai pas vu un Congo dans le précaré des Machariki. J'ai vérifié. On se rend vraiment compte, même si vous vous défendez, que voilà, vous avez la liberté de le faire. Hein. Ça existait dans ce pays, la Bako, ça existait la Konakat. Voilà, si vous aussi de l'Est, vous pensez créer une structure sectaire. Non, c'est pas une structure sectaire. C'est une structure qui regroupe d'abord, parce que c'est une question de sensibilisation. Nous voulons d'abord commencer par sensibiliser les gens de l'Est sur les problématiques. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous appelons Dynamique Macharik Plus. Il y a le plus qui est dedans. Et ce plus ici, ça renvoie au reste de la RDC. On ne peut pas... Vous savez, M. Loara, l'avenir de la RDC, ce n'est pas ce genre de choses. Que non, un camp ici, un groupe là-bas, les Balouba ici. Nous ne voulons pas parler de ça. Mais
nous disons que les problèmes qui se posent à l'Est sont des problèmes qui concernent d'abord les enfants de l'Est. Ils doivent les régler eux. C'est ça, c'est pour ça que nous avons... C'est une ONG, c'est une SBL, c'est un parti politique. Quelle Non. est la nature juridique de Machari? C'est un mouvement citoyen. Comme vous pouvez avoir Filimbi, vous avez Lucha. C'est une structure citoyenne, tout simplement. C'est pas un parti politique. Donc, on peut peut-être pas s'en cacher. On sait quand même que derrière vous, il y a une mastodonte politique qui a réussi son nom. C'est monsieur Némi Moulania, qui est en réalité le patron de cette affaire. Comme j'ai dit en préparant cette émission, ces détracteurs disent également que ce sont des caciques qui n'ont pas aidé Kabila et qui mettent en place des micro-structures pour essayer de survivre à une éventuelle hécatombe de la Kabylie. Est-ce que le fait que Némi Moulania soit derrière cette affaire de Machari, qui ne cache-t-il pas sa propre volonté d'avoir sa propre structure politique? Est-ce qu'il n'y a pas des visées non avouées derrière ça? La présence de Némi, politique de son État, qui a travaillé avec Kabila dans une structure présentée comme une structure de la société civile, c'est une escroquerie, non? Dites seulement que... Est-ce que c'est pas une escroquerie, ça? Non, pas du tout. Michel Ouara, nous avons fait une déclaration. Notre première déclaration, nous l'avons faite... Mais vous assumez quand même que c'est Némi qui est derrière vous. C'est lui le patron de cette affaire. Je viens. Némi Moulania. Je viens. Nous avons fait une déclaration le 7 mai. Dans cette déclaration, nous avons demandé au président Kabila de revenir en RDC parce que nous estimions que sa place, ce n'était pas d'être à l'étranger pendant que le pays est en train de brûler. Je vous avais reçu à cette époque-là aussi. Tout à fait. Ça fait une année, effectivement. Ça fait une année exactement. Voilà. Et donc, dans la déclaration, nous avons parlé de la situation du président Katumbi, nous avons parlé de la situation, en tout cas, nous avons parlé de tous les leaders de l'Est qui sont persécutés par le régime. On ne peut pas se cacher de ça. C'est ça. C'est pas une affaire de Némi. Je crois que Némi il fait partie des Sauvons la RDC. Ils ont une structure politique qui n'a rien à voir. Nous sommes... Comment quelqu'un qui a une structure politique, une mastodonte, excusez-moi de vous embêter un peu autant quand même sur la question, il faut qu'on déblaye les terrains avant d'entrer en profondeur de l'émission. Un ancien cacique, un ancien kabiliste, comment il peut créer une structure et dire que c'est une structure de la société civile, une structure un mouvement citoyen? Comment Némi peut avoir un mouvement citoyen? Ce n'est pas lui qui... Est-ce que c'est une sorte... Parce qu'on sait que c'est lui qui est derrière, monsieur Thiabo. Comment Némi Moulania, kabiliste de son État, ancien directeur de cabinet, cacique, etc., tout ce que vous voulez, hein. Je sais que lui-même, il se présente pas comme cacique. Moi non plus, je voudrais pas, ce Congolais, de dire qui est cacique et qui ne l'est pas. Comment croire que Némi peut mettre en place une structure apolitique de la société civile? C'est véritablement une escroquerie. Laissez tomber les masques et s'il veut créer un parti politique, il crée son parti politique au lieu de... Némi n'est pas d'abord cacique. Les caciques sont connus, les Bochab qui ont rejoint Tshisekedi. Bon, enfin, je ne suis pas son avocat, mais on parlera des caciques. Quand on parle des caciques, c'est pas un Némi, on va pas penser à Némi quand on parle des caciques de la Kabylie. Némi est arrivé dans la Kabylie vers la fin, je pense. Mais c'est quelqu'un qui a des convictions, certainement, et par ses convictions, il est dans un combat politique. Alors, ce qui concerne Machari, ce n'est pas seulement Némi. Si vous voulez, je peux vous dire. C'est lui qui l'a créé ou pas? Non, c'est pas lui qui a créé. C'est pas lui qui a créé. Ça, okay. C'est quelque chose qu'il faut absolument... Le vrai patron tapis dans l'ombre, c'est lui ou pas? Non, il n'est pas... C'est une structure de la société civile, monsieur Lois. C'est une structure de la société civile. Et Némi, comme tout le monde, celui qui veut adhérer, il peut toujours... Et nous les invitons d'ailleurs. Némi, nous vous invitons. Nous invitons le président Kabila, nous invitons Moïse Nyarugabo, nous vous invitons, monsieur Loira, si vous voulez nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Je suis Kassaïen, je ne suis pas de l'Est. Non, mais vous êtes de plus. Vous faites partie du plus. Je suis Kassaïen. Mais vous faites partie du plus. Non. Le plus veut dire en plus de... Terminons avec Némi. Il est qui dans cette structure, lui? Il est rien. Il est membre, il est de l'Est. Il est de l'Est. Il est de l'Est, et s'il trouve que ce que nous faisons est bien, il vient avec nous, mais il n'est rien. En fait, on va dire ça comme ça. Allez, on passe à autre. Mais vous avez ouvert une parenthèse que je voudrais que vous m'aidiez à fermer. Quand on parlait des caciques, il y a quand même un grand débat autour de cette affaire des caciques. Hein. Personne ne veut assumer cette posture-là. Tous ils disent qu'ils ne sont pas caciques. Qui, selon vous, a été des caciques? Et vous aussi, vous êtes parmi ces milliers de Congolais qui estiment que les caciques qui sont autour de Kabila ne l'ont pas aidé et n'ont pas fait un bon travail? Oui, je pense qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont été autour du président Kabila, mais vous savez, vous connaissez la classe politique congolaise, M. Loire. Vous avez des gens qui n'ont aucune conviction. Vous avez qui est plus cacique de Kabila que M. Lambert Mende?
qui est plus classique autour de Kabila que M. Bochabe. L'Omano que nous avons vu il n'y a pas longtemps, j'ai vu encore sur CPL, qui allait, je crois, en Angola. Ce sont là les classiques. Alors là, on parle maintenant des classiques, des gens comme peut-être, je sais pas, mais les classiques, on connaît où ils sont. Lambert Mende, chez Okitound, M. Loire. Voilà les classiques qui n'ont pas aidé Kabila et qui, puisqu'ils n'ont pas de conviction, ils ont traversé la rue tout de suite. À la moindre tempête, ils sont partis. Et demain, si un autre régime arrive, ils vont encore essayer de traverser. Ils ont toujours été comme ça. Bah, tu le coues, monsieur Loire. 10 ans au ministère de l'économie. 10 ans. Il est où maintenant? Donc les classiques ne sont plus là, ils sont partis chez Kabila pour la plupart. On les voit très bien. Vous n'allez pas prendre un type comme Néhémie, qui est arrivé, je crois, aux alentours de 2015, 2016, je ne sais pas très bien. C'est pas un classique. Les classiques, les vrais classiques de la Kabylie, on les connaît. Lambert Mende, pendant 10 ans, ministre de la Communication. Monsieur Bochab, tous ces loumams là, les chefs qui tournent. Voilà. Attendez. Est-ce que vous connaissez un certain Vital Kamerhe? Il a même écrit, lui, un livre. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Voilà les classiques. C'est pas Néhémie qu'on va considérer comme classique. Soyons sérieux, monsieur. Allez, on va parler actualité politique pour le moment. Alors, Macharik, les objectifs, c'est d'abord d'aider l'Est de la République. Vous n'avez pas d'objectif politique, hein, les choses doivent être claires là-dessus. C'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement citoyen appelé à faire la sensibilisation. Mais vous êtes quand même quelqu'un, un observateur et un analyste de la politique chez nous. Vous savez que l'actualité au pays reste dominée par cette question du changement de la Constitution. Le président Tshisekedi l'a dit, je ne demande pas un troisième mandat, mais si le peuple m'en demande, je ne refuserai pas. Ceci ouvre donc la porte éventuellement ou obligatoirement à un changement de la Constitution. Il dit que cette Constitution pose énormément de problèmes, c'est une Constitution rédigée à l'étranger, c'est une Constitution qui n'est plus en phase avec nos réalités. Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi a raison de vouloir changer la Constitution du pays? Tshisekedi a tort, M. Loire. Tshisekedi a tort. C'est le même Tshisekedi qui disait les problèmes du Congo, ce n'est pas la Constitution. J'ai vu ça sur CPL, un certain nombre, vous avez fait un condensé là, c'était très intéressant, dans lequel il disait ce n'est pas les problèmes de la RDC, ce n'est pas la Constitution, les problèmes de la RDC, ils en zala, ils en classe et abana. C'est ça, c'est le même Tshisekedi qui disait ça. Une question, on va se poser une question, M. Loire. Si la Constitution congolaise ne lui interdisait pas un troisième mandat, est-ce qu'il chercherait à la changer? Non. Il cherche à changer ou à réviser, je ne sais pas. C'est parce qu'il lui interdit de se porter candidat. Mais la Constitution congolaise, quand même, lui a donné la possibilité de rester au pouvoir pendant 100 ans. S'il veut devenir Premier ministre, il peut rester au pouvoir pendant 100 ans. Mais dans la Constitution congolaise, personne ne peut pas rester au pouvoir au-delà de 10 ans. C'est ça, c'est clair. Et donc, Tshisekedi a tort sur toute la ligne. Non, mais pour vous, la question du changement de la Constitution ne vise qu'un seul objectif, c'est un troisième mandat et permettre à M. Tshisekedi de se représenter. Et même les termes mandat, c'est indigeste. Les mandats, c'est quelque chose qu'on vous confie. Le peuple congolais n'a plus à lui confier quoi que ce soit. Il a fini. Il va faire 10 ans et c'est fini. Et il doit partir, c'est tout. Non, il évoque le peuple quand il dit que le souverain des souverains, c'est le peuple. Oui. Et il dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Selon lui, d'ailleurs, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Mais si le peuple lui en demandait, puisque c'est le peuple qui a verrouillé, n'a-t-il pas le pouvoir de déverrouiller ce que lui-même a verrouillé, le peuple? Vous plaisantez, M. Loire. La question qui lui a été posée, et là vous avez introduit avec, dans sa conférence de presse, que je considère d'ailleurs ratée, hein, parce qu'il a vraiment raté une bonne occasion de se taire là. On lui pose la question, est-ce qu'il est candidat au troisième mandat ou quelque chose comme ça? Et il dit, bon, moi, je ne suis pas demandeur, mais si le peuple me dit. Mais la même question, on l'a posée à Kabila, il y a quelques années. Je crois, une journaliste d'une télévision étrangère. Hein. C'était RFI, oui. Voilà. Et Kabila dit, vous donnez la copie de notre constitution à ma petite sœur là, qui pose la question. Je crois que c'était un peu sur un tour de boutade. Et quand vous voyez Tshisekedi, il vient avec il vient dire, bon, des chefs, des grands hommes, il voit la nouvelle génération, des gens comme ça. Mais attendez, lorsqu'on est un chef, ou on est un homme d'État, et on a à l'esprit la nouvelle génération et pas la nouvelle élection, on ne peut pas commencer à venir parler des histoires d'élection et des changements de constitution à des ans. Tshisekedi a des ans pour travailler.
Il a 2 ans pour travailler pour le Congo. C'est ce qu'on attend de lui. Pas de venir avec des histoires de constitution. C'est pas le moment. Donc, de ce point de vue-là, il faut absolument... Il n'y a pas... Le peuple congolais, d'ailleurs, le peuple congolais est dans la... Le peuple n'a-t-il pas le droit de déverrouiller ce que lui-même a verrouillé? La question, il est celui-là. Parce que Tshisekedi estime que vous qui n'avez pas d'ancrage dans la population, vous avez peur de vous soumettre au verdict et à la décision de cette population. Il y a des articles verrouillés. Qui les a verrouillés? Le peuple. C'est lui qui a verrouillé, selon la loi du parallélisme de la forme et des compétences, c'est lui qui a verrouillé a la possibilité de déverrouiller. Laissez au peuple la possibilité d'exprimer sa souveraineté pleinement. Ça, c'est très bien, M. Loire. Et là, la question se pose. Et là, vous parlez de déverrouiller et déverrouiller. Là, nous parlons du changement des constitutions ou nous parlons de révisions. Parce que si c'est pour déverrouiller, c'est-à-dire qu'on parle de révision. Mais non, déverrouiller les articles 220 veut dire qu'il faut changer. Il faut changer la Constitution. Voilà, il faut changer la Constitution. Mais quelles sont les raisons qui justifient les changements de Constitution aujourd'hui? 3 seulement. Vous me donnez 3 raisons qui justifient aujourd'hui les changements de Constitution. Le président l'a dit, hein, c'est une Constitution rédigée à l'étranger, c'est une Constitution qui ne rentre plus en phase avec nos réalités, et c'est une Constitution avec les États-Unis pour améliorer la justice. On doit changer la Constitution. Il a prêté serment là-dessus 2 fois. Il voyait bien que c'était une constitution qui a été rédigée à l'étranger. Il a prêté serment 2 fois sur cette constitution et il a prêté serment selon lequel il va protéger la constitution. Et donc, ce qui nous amène là-bas, ça n'a rien. Ce sont des foutaises, ça, M. Loire. Il faut qu'il finisse son mandat et qu'il s'en aille. C'est tout ce qu'on attend de lui. Tout. C'est tout ça. D'ailleurs, et même dans la constitution, dans cette constitution, il y a ce qu'on appelle les clauses opposables. Moi, j'entends des gens qui disent, bon, le président peut avoir des signatures de 50 députés, de ceci. Mais dans la même constitution, il est clair qu'il y a des moments où on ne peut pas changer la constitution. Monsieur Loire, il y a des limites conjoncturelles et temporelles. C'est-à-dire qu'en période de guerre, on ne peut pas changer de constitution. En période d'état d'urgence, on ne peut pas changer de constitution. On ne peut pas réviser la constitution. Et donc, là, d'ailleurs, il y a un des... Je crois que c'était un journaliste aussi, mais qui est Bossembe, M. Bossembe. Christian. M. Bossembe a dit que c'était indécent de parler de ces choses-là en ces moments. Et moi, je suis d'accord avec lui. Parce que, effectivement, nous sommes en période d'état de siège, nous sommes en guerre, on va pas venir avec des réformes institutionnelles en période de guerre, alors que ce n'est pas ça la priorité. Monsieur. Donc, c'est un débat pour vous. C'est une distraction. C'est une distraction. M. Tshisekedi, il veut détourner l'attention sur les détournements qu'il fait, sur les vols qu'il fait. Attendez, M. Loire, Tshisekedi est resté au pouvoir 8 ans. En 8 ans, il a endetté la RDC de 14 milliards. C'est-à-dire l'équivalent, en quelque sorte, de Mobutu qui a fait 32 ans. Si M. Tshisekedi devait rester au pouvoir 32 ans comme Mobutu, la dette publique de la RDC, serait de 56 milliards de dollars. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente pour les jeunes Congolais, les petits Congolais qui naissent là, et il naît aujourd'hui, et il a déjà 3 milliards, 4 milliards à payer sur sa tête? C'est ce que Tshisekedi fait. Alors, il essaie de nous détourner de ça pour nous amener des histoires de constitution qui sont... Il sait bien qu'il ne va pas les changer. Il sait ça. Il sait qu'il ne changera pas les constitutions. Il ne va pas ou il ne peut pas. Il ne va pas et il ne peut pas les faire. Il ne les fera pas. Il veut seulement nous distraire pour nous amener dans des histoires. Comme ça, on arrive en 2028, il dit, écoutez, on n'a pas changé, donnez-moi des ans, donnez-moi ceci. C'est ce qu'il cherche. Mais il ne peut pas changer. Ça ne va pas changer. Vous parlez de 2028, vous avez certainement en tête la question des élections de 2028. C'est qu'il dit qu'il n'y aura pas des élections en 2028 sans la fin de la guerre dans l'Est de la République. Ça doit vous réjouir, vous, Machariki, parce qu'il dit qu'il est hors de question d'aller aux élections sans l'Est de la République. Ça, c'est une déclaration. Mais il dit qu'il va faire les référendums sans l'Est. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il va faire les référendums. Mais je ne sais pas si Tshisekedi connaît la différence entre les référendums et l'élection. Un référendum, c'est une élection. Et je vous rappelle, M. Loire, son ministre de la Communication a dit récemment que les Nord et les Sud, vous ne représentez rien. Il a fait une déclaration comme ça, monsieur Mouyer. Et donc, quand il vient nous dire que bon, on ne peut pas faire les élections sans qu'il y ait la guerre et qu'il y ait la fin de la guerre, mais on peut faire un référendum, c'est du bidon. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune cohérence. Donc, ça, tout ça pour nous, il doit partir. C'est ça que nous demandons. La population congolaise demande qu'il parte. Nous, à l'Est, on souffre beaucoup de la politique de M. Tshisekedi. Il faut que les gens aient ça en tête. Ces histoires-là de déconnecter les gens, les empêcher de ne pas accéder à leurs épargnes.
Est-ce que vous imaginez, M. Loira, les conséquences de ça? Lorsque la Banque centrale du Congo ne peut plus envoyer les billets des banques à l'Est, ces banques périphériques qui sont à l'Est ne peuvent plus recevoir les billets des banques. Et donc, du coup, il y a la rareté des billets des banques. Et quand il y a la rareté des billets des banques, ce sont les autres monnaies étrangères, les shillings, les francs rwandais, je ne sais pas, qui viennent s'installer. Ça, est-ce que tu sais qui dit, ça en tête ou quoi? Qui va venir nous embrouiller avec cette histoire de constitution? Non, ça c'est un faux débat et nous ne voulons pas entrer dans ça. C'est-à-dire pour vous, avec ou sans les Nord Kivu, avec ou sans le Nord et le Sud Kivu, allons aux élections. Vous êtes prêt à sacrifier cette partie? Mais lui, il a fait les élections en 2023 sans Bunagana, sans d'autres localités dans le Nord Kivu. Il a fait ça. Il a fait ça. Vous voyez, M. Loira, il a organisé les élections en 2023. Enfin, une farce électorale. Hein. On a vu tout ce que ça donnait. Il n'y avait pas à Bunagana. Un seul centimètre du territoire national qui est exclu, c'est une entorse à l'unité nationale. Et donc, Tshisekedi doit se mettre autour d'une table avec les autres maintenant pour étudier ensemble avec les autres la possibilité de finir son mandat en toute beauté, si on peut le dire encore comme ça. S'il a encore un peu d'honneur, c'est ce qu'il doit faire. Pas d'aller commencer à nous dire, bon, je ne fais pas des élections parce que les Nord et les Sud Kivu ne sont pas libérés. Et voilà, c'est n'importe quoi. Quand ce partisan parle même qu'il n'a plus de mandat, qu'il a plutôt des missions, il faut d'abord commencer par finir là-bas avant d'envisager. J'ai entendu ça aussi. Même une mission a une fin. Quand vous avez été conseiller au ministère, et quand vous envoyez un employé du ministère en mission, c'est déterminé. Vous avez 3 jours de mission et vous venez faire rapport. Hein. C'est ça la mission. Jésus avait la mission de venir sur terre. 3 ans, il a fait et il est parti. Il est allé faire rapport. C'est-à-dire que la mission a aussi une fin. C'est-à-dire ça, Tshisekedi ne sait même pas de quoi il parle maintenant. Quand vous envoyez quelqu'un en mission, vous lui dites, bon, votre mission, c'est d'aller faire ça, et vous revenez faire rapport. C'est ça. Vous êtes de Machariki, vous avez ouvert un peu une porte, je voudrais quand même qu'on y reste, quand vous parlez de la situation dans l'Est de la République avec la déconnexion du système bancaire qui fait énormément de mal à nos compatriotes de cette partie du pays. Mais il y a quand même aussi beaucoup de choses qui se disent autour de la gouvernance aujourd'hui de cette partie du pays. Vous avez certainement des antennes là-bas, vous avez certainement des membres là-bas. Quels sont les échos qui vous reviennent? J'ai vu Mouyaya aller dans une salve d'accusation contre l'FCM23, violation des droits de l'homme. D'ailleurs, Human Rights Watch a aussi publié des rapports accusant Nanga et l'FCM23 de violations graves des droits de l'homme. J'ai vu le Reporters sans frontières, la structure des journalistes dire que les journalistes ne font plus leur travail, les journalistes se sont arrêtés, envoyés mis dans des cachots, des containers, des choses comme ça. Il y a un certain nombre d'atrocités qu'on relaie à Kinshasa par rapport à la gestion de gens qui sont là-bas, donc des l'FCM23. Quels sont les échos qui vous parviennent de là? Est-ce que ces coins-là est mieux géré aujourd'hui qu'à l'époque de Tshisekedi? Ou plutôt tous les rapports que nous avons des structures et des structures et des ONG internationales sont plutôt vrais parce que la plupart dénoncent des privations de liberté, des violations graves des droits de l'homme. Quels sont les échos que vous avez de cette partie-là? Monsieur Loira, Macharik est une structure qui ne veut pas s'engager dans un débat un débat de partition du pays. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Nous sommes attachés à la RDC. Et donc, lorsqu'on nous parle les gens de Nanga ou la FCF, nous ne voulons pas entrer dans ce débat. Pourquoi? Parce que ça, pour nous, c'est un débat qui favorise cette idée-là de soudanisation pour certains et des balkanisation pour d'autres, des partitions pour nous. Nous ne voulons pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ces gens-là qui sont à l'Est, qui occupent cette partie, qu'ils soient des bons dirigeants ou pas, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Non. Qu'ils soient mauvais, qu'ils fassent des choses. Si nous commençons à leur demander des comptes, M. Nanga ou la FCM23, à quelle légitimité? C'est une insurrection. Nous ne pouvons pas aller demander des comptes à une insurrection. Non, mais c'est les autorités des faits quand même. Non, ce sont des autorités des faits, mais nous ne pouvons pas... Donc pour vous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent violer les droits de l'homme comme le dit Human Rights Watch. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme dit la structure des journalistes, arrêter des journalistes, etc. Mouyaya dit que c'est des exactions. C'est pas votre affaire. Ils ne sont pas légitimes pour vous pour répondre à tout ça. Ce qu'il faut faire,
Tshisekedi doit faire tout pour arrêter ça. Pour arrêter ça. C'est-à-dire que nous demandons à Tshisekedi de se mettre autour d'une table avec les autres. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils sont en train de discuter. Et je crois qu'ils ils sont partis en Suisse, à Doha. C'est lui le président. Nous, notre personne de contact, c'est M. Tshisekedi. Lorsqu'il y a un problème, M. Loara, vous êtes avec moi ici en Belgique. Si votre province, la province du Liège, ou la province du Hainaut, ou la province du Brabant Wallon, du Brabant Flamand, est occupée par une insurrection, à qui les Belges vont s'adresser? Ils vont s'adresser à cette insurrection? Il faut s'adresser au Premier ministre. Les Belges vont dire, bon, écoutez, Liège, la province de Liège ou la province du Luxembourg est occupée par une insurrection. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour éviter ça? Après, l'insurrection peut faire ce qu'elle veut. Nous ne cautionnons pas ça, mais nous ne pouvons pas lui demander des comptes. Nous demandons des comptes à l'État. Nous demandons à l'État qu'est-ce qui se passe. Les gens paient les impôts pour sécuriser les pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est à lui de trouver une solution à ça. Donc, si maintenant je commence à venir dire ici, écoutez, l'AFC M23, ce sont des bons dirigeants, ce sont des mauvais dirigeants, ils ont tué ceci. C'est comme si je participe à ces débats sur la partition du pays et je ne vais pas entrer dans ça. Monsieur Loa. Donc, les comptes doivent être demandés à Tshisekedi. C'est à lui, notre personne de contact. Vous savez, monsieur Loa. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Hein. Donc, ils n'auront pas la résistance de Machari qui est d'une certaine manière. Non, c'est pas ça. Non, là, vous caricaturez. C'est pas ça. C'est ce que vous dites, non? Non. Je suis en train d'extrapoler. Non. Nous disons que nous sommes attachés. Monsieur de l'FCM23, nous sommes, non. Faites ce que vous voulez. Nous, on n'a rien à faire. Vous n'avez pas de comptes à nous rendre. Nous n'allons pas leur demander. Nous ne voulons pas légitimer leur action. C'est ça ce que j'ai dit. Si nous commençons à leur demander des comptes, c'est-à-dire que nous légitimons d'une certaine manière la partition du pays. Et cette idée-là, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas assumer ce genre d'idée. Nous voulons que Tshisekedi et les autres, les hommes politiques, les Sessanga, j'ai vu ceux qui ont, il faut qu'ils se mettent ensemble et qu'ils mettent un terme à cet état de fait. Voilà. Vous ne voulez pas légitimer la FCM 23. Vous m'amenez à vous poser une question rapidement pour qu'on revienne vers, pour qu'on boucle l'affaire changement de la Constitution. Pour vous, l'AFCM 23, vous, Abraham Tchabo, quelle est l'analyse que vous faites d'eux et quelle est la casquette que vous leur donnez? Est-ce une rébellion? Est-ce une révolution, comme le disent certains, basée sur l'article 64? Est-ce des pantins, comme le dit M. Tshisekedi, à la solde du Rwanda? Comment vous, Abraham Tchabo, vous trouvez l'AFC? Quelle est la casquette, le format que vous leur donnez? Monsieur Loa, il n'y a pas 4 formats. Dès le moment où on est en dehors de la Constitution, on est une rébellion. On ne peut pas se cacher là-dessus. C'est une rébellion. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas, nous, commencer à aller demander des comptes à une rébellion. Nous voulons que la rébellion cesse. Et celui qui peut faire cesser la rébellion, c'est M. Tshisekedi. Si nous, en dehors de la Constitution, vous êtes dans une rébellion. Mais le problème, c'est que, et c'est le paradoxe, c'est la rébellion maintenant qui commence aujourd'hui à défendre la Constitution. C'est assez bizarre, non? Aujourd'hui, c'est la rébellion qui dit, si tu es un garçon, essaie de changer la Constitution. Demain, c'est la même rébellion qui va dire, bon, nous nous battons pour la protection de la Constitution. C'est bizarre. C'est bizarre. Et qui fait ça? C'est M. Tshisekedi qui nous amène dans ça. Donc, au départ, c'est une rébellion. On ne peut pas contester cela parce que c'est en dehors de la Constitution. Mais là, lorsque les présidents commencent à s'en prendre à la Constitution, c'est la même rébellion qui dit, bon, écoutez... Non, mais quand eux, ils disent qu'ils se battent plutôt sur base de l'article 64, non, hein, pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une rébellion... C'est une rébellion, bien sûr. C'est une rébellion c'est une rébellion qui puise dans la Constitution les arguments de sa lutte. C'est ça le problème. Une rébellion, mais qui puise dans la Constitution congolaise les arguments de sa lutte. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est comment on en est arrivé à ça. Et la clé, c'est M. Tshisekedi. C'est lui qui doit trouver une solution. Parce que nous voulons que la rébellion cesse. Est-ce que vous savez, M. Loa, que quand on est quelqu'un du Sud Kivu, par exemple, et vous devez partir de Bukavu pour Uvira, et que vous devez d'abord passer par le Rwanda, par la Tanzanie, par le Burundi. Vous êtes à Goma, vous voulez aller à Butembo, vous allez d'abord en Ouganda. Vous voyez? Donc, les gens ne veulent pas ça. Mais il faut que le président Tshisekedi, qui est le président, parce qu'il prétend être, en tout cas, celui qui joue le rôle du président, c'est à lui de trouver une solution à ça. On ne va pas venir commencer à dire ici, le M23 fait ça. Mais à ce moment-là, nous cautionnons les discours des partitions du pays. Et Machari qui ne peut pas s'inscrire dans ça.
Abraham Tchabou, revenons et finissons donc le dossier de changement de la Constitution. Vous avez suivi qu'il y a une coalition de certaines personnalités de l'opposition qui a été mise en place. Martin Fayoulou Madidi, Jean-Marc Abounda Kamoun, Moïse Kadoumbi, Tchapoui, Matata Ponomapon, Delis Sanga et les autres ont donc décidé de se retrouver autour de ce qu'ils appellent désormais C64 pour lutter contre le changement de la Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et quelles sont les chances que vous donnez à cette structure pour essayer de bouger les lignes et de freiner les ambitions du changement de la Constitution de M. Tshisekedi? J'ai vu à la télévision, et j'ai vu notamment, j'ai vu sur CPL Télévision, la création de cette structure. Par principe, c'est une bonne chose. Tout ce qui peut empêcher à ce que la Constitution ne soit pas violée, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chances que tout cela réussisse. Vous ne leur donnez pas beaucoup de chance. Non. Vous regardez d'abord les personnalités. Les gens, vous avez cité monsieur Madidi. Martin Fayoulou Madidi. Martin Fayoulou. Il y a un an, monsieur Loara. Nous avons parlé, vous et moi. Et à ce moment-là, monsieur Madidi était allé chez Tshisekedi. Il est allé là-bas. Il a créé avec M. Tshisekedi ce qu'ils ont appelé le camp de la patrie. Ils ont créé un truc. Il a même demandé à Kabila de quitter Goma, tout ça, des histoires comme ça. Je vous ai dit, à ce moment-là, M. Loara, Martin Fayoulou, c'est quelqu'un qui nous a habitués à de la théâtralisation, à des coups d'éclat permanents, mais qui n'aboutissent à rien. Et donc, là aussi, je suis sûr qu'ils ne sont pas sincères. Si des jeunes comme Balo Djoa ou des gens comme vous peuvent être sincères, mais Martin Fayoulou, je ne crois pas sa sincérité dans cette affaire. Je crois que lui, et je suis malheureusement obligé de le dire, il est là pour les intérêts de Tshisekedi. C'est ce que je pense. Parce qu'il est avec... Donc c'est un infiltré de Tshisekedi. Je pense que, oui, je pense ça. Je pense c'est un infiltré de Tshisekedi. Et je pense qu'il est venu là-bas, il est envoyé par Tshisekedi. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne va pas marcher longtemps. Ça ne va pas rester longtemps. C'est une bonne idée. C'est une belle initiative. Mais ça ne va pas aller loin. Parce que Martin Fayoulou, lui, il est déjà avec Tshisekedi dans le cas de la patrie. Ils ont un truc ensemble. Vous voyez, ils se sont retrouvés, je crois, aux États-Unis, ils se sont retrouvés à gauche, à droite. Et donc, moi, je pense que ça, c'est bien, mais ça ne va pas aller loin. C'est ça la vérité. Donc, pour vous, ne rêvons pas. Il ne faut pas trop rêver. Non, il faut pas rêver. Sur ça, il ne faut pas rêver. Franchement. Ils ne bougeront pas les lignes parce qu'ils prévoient... Ils vont agiter un peu, ils vont crier un peu, mais... Attendez, même ils ont mis en place... leur présidium. Hein, un présidium. Il y a même, j'ai même vu des questions qui se posaient. Les gens disent, mais bon, écoutez, Kabila n'est pas là, mais pourquoi il n'est pas là? Il n'est pas dedans, de tout ça. Déjà l'idée... Est-ce que l'absence de Kabila est un problème aussi pour vous dans cette structure-là? Mais Kabila ne peut pas entrer dans un truc comme ça. Quand vous avez Madidi qui est un agent de Tshisekedi, vous croyez que Kabila va aller s'asseoir avec Madidi? Et puis aussi, il y a une chose que vous oubliez, monsieur. Kabila, au départ, c'était militaire. En tant que militaire, la notion de discipline, pour lui, c'est quelque chose de très important. Il ne va pas aller entrer dans une structure comme ça qui a 5 ou 6 têtes. Et puis, en plus, il a été président de la République. C'est un point de leadership, alors. Hein. Pour vous, tout se résume à qui dirige cette affaire. Ça, mais ils disent qu'ici, il n'y a pas de chef. Le seul chef, c'est l'objectif pour lequel on crée l'affaire. Non. Justement, pour empêcher Tshisekedi de changer la Constitution. Non. On doit avoir... Moi, je vous dis ici, vous êtes avec moi ici en Belgique. Quand vous avez affaire avec l'administration, sur les papiers qu'on vous envoie, il y a un nom. On dit la personne de contact. Vous savez, une personne de contact. Vous ne pouvez pas avoir une espèce de... Voilà. Non, Kabila ne peut pas entrer dans un truc comme ça. Kabila, encore une fois, c'est un militaire qui est attaché à la discipline et à la clarté. Vous voyez, quand vous êtes dans des trucs comme ça qui n'ont pas de clarté, non, il ne faut pas rêver. Et ça ne va pas aller plus loin. Ils vont crier un peu, ils vont marcher des jours et puis ça sera fini. À côté, là aussi, j'ai vu Augustin Kabou, il a lui aussi lancé à côté des C64 un C4. Vous dites que ça, c'est aussi de la théâtralisation d'une certaine manière. D'abord, C4, ça veut dire quoi du point de vue de M. Non, du point de vue de M. Kabou, C4, c'est la coalition pour changer la Constitution. C'est dit n'importe quoi. 64, c'est pour résister au changement de la Constitution. 4, c'est pour les 4 là, ça le changer de la Constitution. Moi, d'après ce que j'ai entendu, que les 4 là représentent, je ne sais pas, les 4 espaces linguistiques du pays, des choses comme ça. Mais c'est dit n'importe quoi. C'est toujours ça avec ces gens-là, M. Loire. Ils sont toujours dans des trucs, je ne vais pas dire tribal, mais régionalistes. Mais moi, je voudrais rappeler à Tshisekedi, bon, malheureusement, ici en Belgique, il n'a pas travaillé comme nous, hein.
Mais ici en Belgique, vous savez qu'en Belgique, M. Loira, C4, c'est un document qu'un employeur donne à son employé licencié pour lui permettre d'aller percevoir les allocations de chômage. En quelque sorte, c'est aussi réjouissant de voir que M. Tshisekedi et son Kabouya, ils créent un C4, ils ont bien intériorisé que le peuple congolais, qui est l'employeur de M. Tshisekedi, vont donner un C4 maintenant pour que Tshisekedi aille au chômage. C4, c'est la preuve en Belgique que vous avez été licencié. C'est ça. Généralement pour une faute grave. Hein. Tout à fait, tout à fait. Quand on vous donne un C4, quand vous travaillez quelque part et on vous donne un C4, ça veut dire que vous avez commis une faute grave dans un vol ou quelque chose comme ça, et on vous renvoie. On vous donne un C4. Et ça tombe bien. Tshisekedi, il a dit que sa seconde patrie, c'est la Belgique. Ici en Belgique, c'est ça. Et c'est ce qu'il a créé là-bas. C'est-à-dire que nous, peuple congolais, on est en train de lui donner son C4 et c'est bien. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, ça dit notre invité du jour, c'est donc Monsieur Abraham Tchabo, qui est coordonnateur de la dynamique Machariki Plus. Avec lui, nous faisons donc la lecture de l'actualité politique en République démocratique du Congo. On revient sur les grands sujets d'actualité. Alors, la RDC, l'actualité reste encore et toujours dominée par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et d'ailleurs, on devait commencer par là. Cette partie qui souffre énormément de la guerre est aujourd'hui frappée par l'épidémie d'Ebola. Un mot quand même pour tous ces malades d'Ebola avant qu'on rentre de plein pied dans la situation sécuritaire. Mais c'est dramatique, M. Loire. C'est dramatique qu'on apprenne par les autorités congolaises, en tout cas ceux qui tiennent le lieu des autorités, qui disent qu'ils ne vont pas s'occuper de ce qui se passe à Goma, des essais, de cela. Ils demandent les départs des troupes rwandaises, des leurs supplétifs de l'F-23 pour prendre en charge. Ils sont dans une forme de dombolo, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Un moment, ils vont signer un accord avec les Rwandais aux États-Unis. Le lendemain, ils viennent demander pardon à Kagame ici à Bruxelles. Et les jours d'après, ils demandent aux autres condamnés. On ne sait même pas où est-ce qu'ils sont avec tout ça. Ils doivent assumer les responsabilités, M. Loire. Vous savez, le Rwanda, c'est un pays voisin qui ne va pas déménager demain. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, on doit être avec les Rwandais. Et donc, il faut trouver des moyens de vivre ensemble, tout simplement. Ces histoires-là on va pas, nous n'allons pas nous occuper de notre population parce que le Rwanda est là, parce que c'est un abandon. C'est une démission, M. Loire. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est dramatique pour notre population. Revenons sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Quand on lui pose la question, Tshisekedi dit que on ne peut pas lui faire porter la responsabilité d'une certaine manière. Cette guerre qu'il va finir, selon lui, dure depuis 30 ans. Mais ça fait quand même 30 ans qu'il y a des questions de sécurité dans l'Est de la République. Vous êtes une structure implantée dans l'Est de la République avec focus de ces côtés-là. Quelles sont les vraies raisons qui font que nous ayons ces guerres en répétition dans l'Est de la République? Bon, c'est quoi le vrai problème? Les problèmes, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, ce que je vois, au départ, tout est parti du génocide au Rwanda, monsieur. Mais les efforts ont été faits. Il ne faut pas considérer... Tshisekedi ne peut pas venir nous dire ici, bon, écoutez, ça fait 30 ans et... Non, c'est faux, ça. Parce que lui, quand il a eu les clés de la maison RDC, en 2019, il n'y avait pas de guerre là-bas. Il n'y avait pas de guerre à l'Est. C'est lui qui doit nous expliquer comment, lui qui a réussi les clés avec un pays uni où il n'y avait pas de guerre, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Essayez de faire de l'histoire de ça fait 30 ans, c'est une fuite en avant, ça, monsieur. Donc, ça, c'est inacceptable. Non, mais il n'a pas menti, hein. Ça fait quand même 30 ans que cette affaire. Ça fait 30 ans, mais il y a eu des efforts qui ont été faits, ce que je vous dis. Je vous dis que les efforts ont été faits pour essayer de pacifier cette partie. Et comme M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019, les Congolais pouvaient aller de Bukavu à Uvira sans problème. Les Congolais pouvaient aller de Goma à Butembo sans problème. Donc, Tshisekedi ne peut pas venir nous dire ici, mais écoutez, il y avait ça. Non, c'est faux. Il n'y avait pas ça. Lui, il est allé... Les M23 avaient été vaincus en 2012, je pense. Et lui, il est allé les chercher en Ouganda où ils étaient, il les a amenés en RDC. Ça, c'est une erreur politique majeure qu'il a commise. Et ça a ramené le pays à 30 ans en arrière maintenant. C'est-à-dire qu'il faut encore recommencer. Or, il n'a pas la capacité, lui, de mettre un terme à ça. Il se nourrit de ça. C'est pour ça qu'il dit, bon, écoutez, je ne vais pas organiser les élections pour continuer à piller. Michel Loire, en 1997, quand le président Mobutu est parti, le Congo croulait sous une dette de 15 milliards de dollars. Kabila a essayé de tout faire pour ramener cette dette à 3 milliards. Ça n'a pas été facile, ça. Et en 8 ans de pouvoir, Tshisekedi a ramené ça à 17 milliards
des dollars. C'est ça qu'il veut. Donc pour lui, la guerre, je vous ai dit ça encore il y a une année, la guerre pour lui, c'est un bon business. Donc il peut toujours continuer à dire, écoutez, oui, il y a la guerre là-bas. Donc l'actuelle guerre, pour vous, le responsable, le coupable, c'est M. Tshisekedi. Mais bien sûr, c'est lui qui tire le ficelle de cette guerre. Oui, bien sûr. Parce que lui, il veut ça. Ça lui rapporte, monsieur Loire. Vous avez vu ce qui se passe en Iran, là? Il y a des personnes qui ont attaqué l'Iran. Il y a Netanyahou et il y a le président Trump. Netanyahou qui, lui, s'est nourri de la guerre en permanence parce qu'il sait que si la guerre s'arrête, il va aller en prison. Il va continuer à pousser pour que la guerre continue. Alors que l'autre, qui voit que non, ça ne marche pas tel qu'on lui avait expliqué, il veut. Tshisekedi, c'est la même chose. Tshisekedi, lui, il sait que non, tant qu'il y a la guerre, tout va bien, il va continuer à dire, bon, je suis président, il y a la guerre là-bas. Non, non, on doit arrêter la guerre. Et c'est clair que c'est lui qui ne veut pas qu'il y ait la paix. Lui, il ne veut pas la paix. Parce que s'il voulait la paix, on pouvait déjà organiser une rencontre, ou l'église catholique, l'église protestante. Je ne parle pas des lépreux, hein. Ils ont proposé un schéma. Voilà, il ne veut pas ça. Parce que lui, il veut la guerre. Cette guerre-là, c'est bien pour lui, c'est un bon business pour lui. Et nous, nous souffrons. En posant la question, je m'attendais à ce que vous ayez quand même une sorte d'envolée oratoire contre le Rwanda, d'une certaine manière. Parce qu'on dit que c'est le Rwanda, Tshisekedi le dit d'ailleurs, que le Rwanda, c'est lui le vrai problème. C'est lui qui exporte d'une certaine manière l'insécurité chez nous. Vous pensez que le Rwanda n'a rien à voir dans ce qui arrive chez nous? Le Rwanda n'est pas le vrai responsable de la situation sécuritaire. C'est pas le Rwanda qui déstabilise ce pays-là. Nous sommes... Mais attendez, Michel Loire, il faut arrêter avec ces choses. L'autre fois, je vous ai dit, nous, c'est 2 345 000, je crois, kilomètres carrés, 100 millions d'habitants. Et nous avons une profondeur stratégique très importante. Le Rwanda, c'est 14 millions. Je crois combien de kilomètres carrés? 27 ou 27 et on va nous dire que non, nous, c'est le Rwanda. Moi, j'ai vu encore sur CPL TV une cathédrale qui est allée en fumée, là, à Kinshasa. Pas de pompiers. Je crois que la télévision, votre télévision s'en est émue d'ailleurs. Pas de pompiers, pas de véhicules incendies. Et dans le même temps, il y a 2 mois, des footballeurs, hein, ils ont reçu, je crois, l'équivalent ensemble, 75 millions de dollars qu'ils ont donné aux joueurs. Mais est-ce que vous savez, M. Loire, que la plupart de tous ces footballeurs congolais qui jouent pour l'équipe de la RDC, ils ont la nationalité étrangère. Certains sont belges, je ne vais pas citer leurs noms ici, belges, suisses, italiens, tout ça. Pour la plupart d'ailleurs. Et pour la plupart. Ils sont et donc, étrangers. ces jeunes-là, ils ont reçu tout cet argent, mais ils vont payer l'impôt sur cet argent ici en Belgique. Ils n'ont aucune autorisation d'ouvrir un compte à l'étranger. S'ils ouvrent un compte, par exemple, au Congo, et qu'ils mettent cet argent là-bas, ils seront poursuivis par la RDC, et par la Belgique. Et donc, l'argent que le Congo distribue à ces footballeurs, qu'ils pouvaient utiliser pour payer des pompiers, pour mettre les services incendies, c'est pas les Rwandais, ça. C'est pas les Rwandais, ça. Il ne faut pas chercher toujours à mettre les... Même j'ai vu un homme qui n'est plus à présenter, monsieur Louis Michel, qui a été ministre des Affaires étrangères, commissaire européen, tout ça, qui dit, chez les Congolais, tous les problèmes, ce sont les autres. Et ils ne se posent même pas la question sur leur propre responsabilité dans leur drame. Ce n'est pas les Rwandais. Et de toute façon, les Rwandais ne vont pas déménager des mêmes Loire. Les Rwandais sera toujours là. Donc, nous devons... Et d'ailleurs, est-ce que vous avez imaginé une seule seconde de M. Loire? 60% de l'économie rwandaise, je pense 60 ou peut-être plus, dépend de ces échanges avec la RDC. Si on avait une chambre de commerce, on aurait pu, par exemple, constater que la balance commerciale entre la RDC et le Rwanda est beaucoup plus importante peut-être entre la RDC et les États-Unis. La balance commerciale. Et donc, est-ce que vous imaginez une seule seconde que le Rwanda soit là à avoir en tête que non, la RDC est un pays hostile à nous, alors que 60% de leur économie dépend de la RDC. Est-ce que vous imaginez une seule seconde, vous êtes journaliste et Dieu sait que vous rencontrez beaucoup de Congolais, vous connaissez un seul Congolais qui accepterait qu'à Lusaka, M. Loara, qu'à Brazzaville s'installe un régime qui menace de bombarder Kinshasa? Vous connaissez un seul Congolais qui accepterait ça? Non, il faut absolument revenir à la raison. Les Rwandais ne vont pas déménager. Les Rwandais, c'est un pays voisin avec lequel nous devons apprendre à vivre ensemble. Ils sont innocents. Le Rwanda n'a rien à voir dans ce Je n'ai pas dit qu'il est innocent. Parce que tu dis que c'est une guerre pour piller chez nous. Le Rwanda pille nos minerais, le Rwanda pille nos matières précieuses pour aller construire chez eux. Pour vous,
laissez le Rwandais tranquille, c'est pas eux, ils sont innocents de tout, quoi. Vous croyez que aujourd'hui, si on enlève les Rwandais là où il est, on enlève les Rwandais, on l'installe en Algérie, et on prend la Côte d'Ivoire, on vient installer à la place du Rwanda, vous croyez que ça va changer quelque chose en RDC? Avec Tshisekedi? Ça va rien changer. C'est ça le problème. Le régime lui-même, c'est cacique, parce que vous parlez de cacique, les caciques du régime de Tshisekedi, et même ils disent que non, Toulingi, jouissance trop. C'est ça les problèmes. Les problèmes, c'est seulement, les problèmes, c'est, les Rwandais, nous sommes dans un monde où on ne se fait pas des cadeaux, monsieur. Tout le monde cherche à avoir où il peut prendre. Si les Rwandais profitent de notre naïveté, de notre division, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a pas de cadeaux. C'est ça. Alors, mais, je peux vous dire ici, les vrais problèmes de la RDC aujourd'hui, ce n'est pas les Rwandais, c'est Tshisekedi et son régime et tous ces gens-là qui sont autour de lui. C'est ça le vrai problème. Donc laissons le Rwanda tranquille. Un autre problème, Tshisekedi dit, notamment pour l'actuelle guerre, c'est que c'est Kabila qui est responsable. Tshisekedi n'arrête pas de nous dire que le vrai patron de l'FCM 23, c'est Kabila. Et d'ailleurs, pour asseoir un peu ces accusations, les États-Unis d'Amérique ont sanctionné Kabila au niveau de leur trésor, le département du trésor. Là aussi, vous voulez dire que Kabila n'a rien à voir? Kabila et Tshisekedi et les Américains ont tort? Kabila ne soutient pas la guerre dans l'Est du pays? Michel Loire, c'est-à-dire vous êtes convaincu que les Américains ont sanctionné Kabila parce qu'ils soutiendraient une guerre ou quelque chose comme ça? C'est ce qu'ils ont dit, hein? C'est ce qu'ils ont dit. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit dans les communiqués du Trésor américain. Merci beaucoup. Mais je veux que vous preniez le temps de m'entendre, de m'écouter. OK. Parce que moi, je considère que quand on veut regarder cette histoire des sanctions contre le président Kabila, c'est pas ça. L'explication qui est donnée ou la raison qui est donnée n'est pas vraie. Donc, moi, je regarde un peu cette sanction en 3 actes, Michel Loire. En 3 actes. Mais si je remonte encore un peu plus loin, vous savez, si vous regardez très bien l'histoire de la RDC, vous allez remarquer que depuis 1960, il y a 2 camps qui s'affrontent en RDC finalement. Il y a le camp des souverainistes. Et ces camps-là étaient menés par Lumumba. Vous avez Gizenga, vous avez Pierre Moulele, vous avez Kabila père, et vous avez même Kabila fils. Ça, ce sont les souverainistes. Après, vous avez un autre camp, qui est le camp de ce qu'on appelle le groupe de Mbinza. Le groupe de Mbinza, là, vous avez Mobutu, vous avez Tshisekedi père et fils, et tous ces gens-là. Et donc, ces gens-là, la différence, c'est que le groupe de Mbinza a toujours travaillé pour les intérêts des étrangers. Et si vous regardez très bien, dans l'histoire de la RDC, les camps des souverainistes et les camps des groupes de Mbinza, c'est le groupe de Mbinza qui a gouverné plus le Congo. Parce que si vous prenez les 32 ans de Mobutu, plus les 8 ans de M. Tshisekedi, vous avez 40 ans. Que les gens qui sont aux mains des étrangers ont gouverné le Congo. Alors, vous avez aussi les camps des souverainistes. Si vous prenez les 6 mois de Lumumba, vous prenez les 3 ans de Mzee Laurent Désiré Kabila, et vous prenez les 18 ans de Kabila, vous avez à peu près, grosso modo, je crois, 21 ans. Donc, si vous faites les calculs, vous voyez que les gens qui sont pour les intérêts de l'étranger, ce sont eux qui ont plus gouverné le Congo que les souverainistes. Alors, maintenant, sur la condamnation, ou la sanction de M. Kabila, il faut regarder ça sur 3 temps. En 3 temps. En 2009, le président Kabila décide de signer les accords avec la Chine. C'est au même moment, en 2009, que le président Obama et tous ceux qui étaient à la Maison-Blanche, ils considèrent que le plus grand danger pour les États-Unis, ce n'est plus la Russie, mais c'est la Chine. Et ils vont orienter toute leur politique étrangère dans la région qu'on appelle Indo-Pacifique. Et donc, cette idée-là d'aller signer des accords qui donnent les minéraux à la Chine n'était pas bien passée à la maison. C'était le premier couac entre Kabila et les États-Unis. Donc, ça commence par là. Et ici, en Belgique, je peux vous dire qu'à ce moment-là, aux États-Unis, ils ont activé le premier levier, qui est celui du Fonds monétaire international. À ce moment-là, on a envoyé M. Dominique Strauss-Kahn, qui était directeur du FMI à Kinshasa, pour aller convaincre les Congolais de ne pas trop s'endetter, de ne pas faire ceci. Ici, en Belgique, le ministre des Affaires étrangères qui était à l'époque, c'était M. Karel de Gucht. Il est allé en Chine pour aller demander aux banques chinoises de ne pas collaborer avec Kabila. La presse belge, j'ai encore en tête les journaux les plus lus en Belgique, qui s'appelle Het Laatste Nieuws.
c'est un journal flamand. À ce moment-là, les chefs du service politique, qui étaient en même temps l'éditorialiste politique, M. Luc Van de Kellen, il est déjà mort, il a écrit clairement, il a dit Kabila est devenu arrogant, Kabila, il faut le descendre de son piédestal, nous n'avons plus rien à attendre d'un Congo qui est devenu chinois. Ça, c'est le premier acte, les contrats avec la Chine. Ça n'a jamais été avalé par les Américains. Le deuxième acte, c'est quelques mois avant que Kabila quitte le pouvoir. Avant que Kabila quitte le pouvoir, il change le code minier en faveur de la RDC. Et à ce moment-là, c'est encore les sociétés anglo-américaines qui s'offusquent, qui dénoncent cela. Et le troisième acte, là où Tshisekedi va donner la RDC pour 100 ans aux États-Unis, encore Kabila qui monte, qui dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ça le problème. C'est pas parce qu'il soutient la FCM23, c'est ça, parce qu'il n'est pas d'accord avec. Il a dit que c'était déséquilibré en défaveur de la RDC, les accords qui ont été signés. Et certainement, M. Tshisekedi pense que ça c'est pour le protéger, mais il a oublié une chose, c'est que les Américains ne signent pas les accords avec lui, comme individu. Les Américains signent les accords avec la RDC. C'est-à-dire qu'avec ou sans lui, les accords sont là. Et même quand les Américains vont constater que non, il commence à être, il veut changer la Constitution. Il a dit que M. Boulos, c'est qui lui a demandé de changer la Constitution. Mais j'ai cru comprendre que M. Boulos a dit que non, il n'y était pour rien. Et donc, quand les Américains vont voir que ça chauffe en RDC et que cette histoire de changement de Constitution ne passe pas, ils vont dire, bon, écoutez, nous, on n'est pas avec ça. Donc, c'est ça, justement. La condamnation du président Kabila, ça n'a rien à voir avec le M23. C'est une question d'économie et parce que Kabila a toujours été en première ligne pour essayer de défendre les intérêts de la RDC. C'est ça. Kabila, pour vous, n'a rien à voir avec les FCM23. C'est pas un FCM. Et pourtant, il est à Goma, protégé par eux. Hein. C'est quand même eux qui contrôlent la ville, non? Mais à Goma, il y a 1 million d'habitants, M. Loura. À Goma, il y a 1 million d'habitants. Kabila n'est pas un habitant comme tous les autres. C'est quand même Kabila. C'est quand même Kabila. Kabila n'est pas un Congolais lambda comme vous et moi. Oui, mais Kabila est un Congolais et Goma, d'ailleurs, la présence physique de M. Kabila à Goma, c'est une bonne chose. Et moi, je suis sûr que Kabila, après tout ce qu'il a fait, M. Loire, Kabila ne va pas être dans des combines pour partager la RDC. Il n'acceptera pas. Il pourra même s'y opposer physiquement. Donc, dire que Kabila est à Goma, moi je peux aller à Goma. Vous pouvez aller à Goma. Bon, maintenant votre situation est un peu différente, mais moi je peux aller à Goma. Vous voyez? Et donc, il y a 1 million de Congolais qui sont à Goma. Et ceux qui viennent de Goma disent que Goma c'est bien géré. Hein? Même si je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Non, mais je vous ai posé cette question. C'est bien géré en termes de sécurité. Je vous ai posé cette question, vous avez fui. Hein? Vous avez refusé d'en parler. On peut aller un peu plus. Je veux poser la question, vous avez refusé. Parce que je parlais des exactions qu'on relaie de l'autre côté. Bon, allez, ouvrons-nous. C'est bien géré, vous dites? Il y a la sécurité là-bas? C'est ce qu'ils nous apprennent. Ceux qui sont là-bas, ils disent. Parce qu'à l'époque où M. Tshisekedi était là, à Goma, c'est tous les jours qu'il y avait un mort. Hein, tous les jours. Il y avait des balles qui tiraient dans tous les sens. Vous pouviez être chez vous. Pour un mégot de cigarette, on pouvait vous tuer. Pour 10 $, on pouvait vous tuer. Mais il semblerait, je ne suis pas allé à Goma depuis que ces gens sont là-bas, mais il semblerait que maintenant, il n'y a pas ça. Voilà, il faut le dire. Donc, sur le plan de la sécurité, il y a ces gens... Il y a les gens, voilà. À Bukavu aussi, où se trouve ma mère en ce moment. C'est la même chose. Il semble que la sécurité, les gens sont sécurisés, les gens peuvent se promener. Les gens peuvent aller jusqu'à 23, jusqu'au matin, les gens circulent. C'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas encore été là, mais cela ne veut pas dire que j'approuve la rébellion, M. Loire. Ok. Donc, laissons Kabila tranquille. Mais finalement, pour vous, la solution, c'est quoi? Est-ce que il faut, puisque vous ne voulez pas que je parle de l'FCM23, il faut que le président Tshisekedi fasse la guerre, parce qu'il le fait depuis un temps avec les drones, il bombarde à Minembwe à gauche et à droite, ou il faut plutôt aller à un dialogue? Mais Tshisekedi dit oui au dialogue, mais le problème, c'est que les dialogues doivent se faire à Kinshasa, les dialogues doivent être convoqués par les institutions de la République, et les dialogues ne doivent pas remettre en cause des institutions de la République. Du coup, on a l'impression de se retrouver autour d'un rond-point à plusieurs sorties. Quelle est la solution finalement pour que nous terminions cette situation? Vous vous demandez, attendez, Tshisekedi ne veut pas, il veut un dialogue à sa sauce, c'est ça? Un dialogue que lui, il organise. C'est ce qu'il dit, ouais. Ça, et voilà. Vous croyez vraiment sincèrement qu'on peut faire un dialogue avec Kinshasa aujourd'hui? Très honnêtement, je ne vous demande pas de prendre position, mais attendez. Et puis, Tshisekedi va être en même temps l'arbitre, en même temps le 13e joueur de l'autre équipe, c'est ça? Non, Tshisekedi n'a aucune légitimité d'abord. Si on le laisse, d'ailleurs,
Vous demandez, est-ce qu'il peut gagner la guerre? Il ne peut pas gagner la guerre. Son ministre, je crois, M. Mohindo Zangui, qui a dit, si Robio n'avait pas tweeté, l'AFC M23 serait déjà à Kalemi. Donc, Tshisekedi n'a aucun moyen de gagner la guerre. Le fait de jeter, d'envoyer des drones comme ça, comme il fait là, il envoie un drone qui va tuer une humanitaire française, il va envoyer un drone qui va aller tuer déjà à Minembwe, il envoie un drone, il peut gagner la guerre comme ça. Si la guerre pouvait se gagner par des bombardements aériens, la Russie aurait déjà pris Kiev. Si la guerre pouvait se gagner par des bombardements aériens, Donald Trump aurait déjà pris Téhéran. Il n'y a pas de solution. Et surtout en RDC, Tshisekedi n'a pas l'armée qui va faire la guerre et gagner. Il ne peut pas gagner. Donc, la seule solution, c'est de s'inscrire dans la logique qui est celle de l'Union africaine, de l'Église catholique et protestante, et de tous les Congolais. Nous tous, nous demandons un dialogue. Il faut que les gens se parlent, les Gélois. Mais il n'est pas contre. Venez à ces dialogues. Non, non, pas chez lui, pas à Kinshasa. On ne peut pas faire des dialogues. Il faut être sérieux, les Gélois. Comment vous allez faire? Vous, sur votre tête, il y a 4 millions. Vous irez à Kinshasa, vous allez, votre télévision, devez quand même faire votre métier de journaliste. Vous irez à Kinshasa, allez faire les reportages. Quelle garantie il vous donne? Il a déjà mis 4 millions sur votre tête. Vous voyez? Donc, on ne peut pas. Vous êtes un professionnel de la télévision, de l'information. Vous avez besoin de faire votre métier. Déjà, pour vous empêcher de faire votre métier, vous vous retrouvez en Belgique. Comment il va organiser un truc comme ça? Vous n'allez pas participer? Les 4 millions qu'il a mis sur votre tête. Il veut vous cueillir maintenant comme un fruit mûr, c'est ça? Non. Non, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. C'est pas sérieux tout ça. Les dialogues doivent se tenir s'il était intelligent. Mais je pense que Tshisekedi va partir dans de très mauvaises conditions. Mais s'il était intelligent, il aurait... Je crois il pense que... Bon, il est quinois, hein? Il pense que Kabila a Salaki, passation de pouvoir pacifique, Azayouma. Je crois qu'il pense comme ça. Il pense comme ça. Mais lui, je pense que ça va mal finir. L'autre fois, j'ai dit quelque chose, vous m'avez dit, ah non. Et on m'a reproché cela. Mais je pense que ça va finir. Vous avez dit qu'il finirait tragiquement, c'est ça? C'est ce que vous aviez dit. Parce que si on s'entête comme ça, il ne faut pas qu'il se mette en tête que les États-Unis vont le protéger, il a signé des accords. Non, ça, il se trompe vraiment. Parce que les États-Unis n'ont pas d'amis. Et puis, il demande à ceux qui veulent participer au dialogue de condamner le Rwanda. Donc, vous, déjà, vous ne participerez pas parce que vous refusez que c'est le Rwanda qui est responsable de ce qui nous arrive. Hein. C'est clair. Hein, il y a des embouteillages à Kinshasa, mais vous les avez vus, là? C'est monstrueux. J'ai vu, je crois que j'ai encore vu sur CP, des enfants qui doivent aller à l'école, mais qui doivent se réveiller à 3 h du matin. Non. Pour aller à l'école, ils vont commencer l'école à 8 h. Ça, c'est le Rwanda, ça? Il faut être sérieux. Vous avez, la dernière émission que j'ai vue des CPL, vous avez montré un petit livre qui a été écrit par Madame Colette Bachmann, et je crois ticket aller-retour au Congo. Kinshasa aller-retour. Voilà. Ça, c'est un livre qui m'a fait pleurer quand même. Voilà. La description de notre pays. Tout ça, c'est pas le Rwanda, ça. Il faut être sérieux. Et c'est pour ça que nous appelons à une gouvernance sérieuse, pas ça. C'est la caricature de Tshisekedi, là. Vous savez qu'il y a dans certains endroits, nous devons nous excuser de dire que nous sommes Congolais. Parce que ça fait honte de dire que moi, je suis Congolais. Voilà. Allez, on va terminer l'émission, M. Tchabo. Grand merci à vous d'être venu nous voir sur ce plateau. Les Congolais vous regardent. Vous leur direz quoi pour qu'on puisse conclure l'émission de ce soir? Je leur dis que cette histoire-là de M. Tshisekedi de vouloir changer la constitution, c'est du bidon. C'est juste, il veut gagner du temps, rester au pouvoir, je ne sais pas, 2 ans de plus, 3 ans de plus. C'est ça qu'il essaie de faire, mais ça n'a aucun fondement juridique. Donc, ça, il faut absolument refuser ça. Et moi, je me réjouis de voir que beaucoup de Congolais, en ce moment, sont vent debout contre cette histoire. J'ai vu ce qui s'est passé à Tchangou. J'ai vu ça chez vous. Et voilà, c'est ça que je demande. Il faut que tout le monde se mette debout pour mettre... Parce que, M. Loire, Tshisekedi nous met dans une situation... Je vous dis ici, si Tshisekedi devait faire 32 ans au pouvoir à RDC, ce serait 54 milliards de dettes. Et vous imaginez ce que ça représente, les intérêts de la dette. Ici en Europe, on a un problème maintenant, parce que ça, c'est toujours des intérêts, et vous n'en sortez pas. Et donc, il faut absolument chasser Tshisekedi par tous les moyens. Bon, ceux qui ont fait 64 et tout ça, bon, je sais qu'il y a les espions de M. Tshisekedi, les faillots et tout ça, mais il faut absolument que les gens se mettent debout. Nous sommes tous debout ensemble pour combattre M. Tshisekedi et sa politique, parce qu'il nous ruine là, il nous amène dans la rue. Allez, M. Tchabo, merci à vous. Merci d'être venu nous voir.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était Abraham Thiabo, coordonnateur de la structure La Dynamique Macharique Plus ici en Belgique. On a donc fait la lecture de l'actualité politique dans le pays avec lui. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Docta, Jason, merci. Allez, je vous retrouve pour d'autres aventures sur ce même plateau. Bonsoir et à la prochaine.